Bonjour à tous, nouvel épisode de l'éco-responsable sur les enjeux liés à l'eau. Est-ce qu'on va manquer d'eau potable? D'où vient l'eau qu'on consomme aujourd'hui? Et avec les grandes questions de sécheresse comme on a connu cet été. Pour cela, on va rencontrer des spécialistes. On a rendez-vous avec Guy qui s'occupe du syndicat mixte de gestion d'eau potable Rhône-Sud. Puis on verra un maraîcher bio, Louis, à Chasse-sur-Rhône. Et on terminera avec Jean-Louis, un géographe qui va nous expliquer un petit peu les enjeux par rapport au territoire sur la question de l'eau. Syndicat mixte d'eau potable Rhône-Sud, usine de potabilisation de Ternay, Guy Martinet, président. Et le voilà. Bonjour Monsieur Martinet. Bonjour. Alors je viens vous poser des questions sur le captage de l'eau, puisqu'on est sur une usine de potabilisation. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Alors c'est un site ici qui fait 37 hectares en protection rapprochée, c'est-à-dire que c'est entièrement fermé et contrôlé. Ça appartient au syndicat Rhône-Sud, un syndicat qui a été créé en 1970. Donc on pompe l'eau ici et on la distribue. Alors le pompage, il a lieu? Alors le pompage, il est là. Hein. Et on fore à quelle profondeur? Environ 14 mètres. 14 mètres. Voilà. Oui, alors juste en face, là, donc vous avez les pompes là. D'accord. Donc là, vous en voyez deux ici, il y en a une plus loin là-bas. Au milieu, c'est toute la partie électrique, ça. Il y a deux autres pompes là-haut, et puis les autres sont derrière, là. Donc il y en a sept. Total. En principe, il y en a que deux qui tournent en permanence, parce qu'on change régulièrement. Voilà. Est-ce qu'on ajoute des produits une fois que l'eau est pompée? Non, hormis le chlore pour le traitement, mais sinon, il n'y a pas de produit. C'est une filtration par charbon actif. Charbon actif, tout simplement. Tout simplement. D'accord, qu'on renouvelle. Qu'on régénère. Normalement, c'était tous les 3 ans, mais on le fait tous les 2 ans. Et on le fait par groupe de deux filtres à la fois. Ok. Voilà. Alors, pourquoi on ne le fait pas tout d'un coup? Parce qu'on est obligé de distribuer l'eau en permanence. Quoi, voilà. Et donc, à l'intérieur de l'usine, c'est quoi alors? Qu'est-ce qu'on trouve? Vous avez alors toute une partie. Ça, c'est à l'arrivée, mais le stockage, c'est derrière, enfin les filtres, là, et le stockage est dessous. Voilà. Il y a une citerne pour stocker? Oui, c'est pour ça. Combien de mètres cubes? Je vais vous dire la capacité, je ne sais pas combien. Ça doit être énorme. Ah ben c'est gros parce que c'est tout le dessous là. Hein, d'accord. Il y a 4 mètres de haut. Et j'imagine qu'il y a des pompes dedans? C'est les grosses pompes qu'on a à l'intérieur là. Qui servent à redistribuer après? Qui redistribuent, qui envoient sur tous les châteaux d'eau. Chaque commune a son château d'eau et on utilise ensuite la gravité pour que ça redescende. Tout à fait. Allez. Voilà, donc maintenant qu'on est protégé, on va visiter la chaîne de fabrication. Donc là on est au sommet. On est au sommet, donc l'eau vient des différentes pompes. Là, elle est sur le filtre, donc elle va descendre doucement après, et après elle est stockée dans des réservoirs qui sont dessous encore, dessous le niveau 0. Les charbons actifs, ils sont là. Ah bah il y a de l'eau. Là, vous avez 6 mètres de hauteur d'eau. En fait, ça fait une toile d'araignée au départ. Tout à fait. On n'achète pas l'eau, mais on ne la vend pas non plus l'eau. Ce qu'on fait payer, c'est uniquement le pompage, la distribution, la construction. Cette usine a coûté plus de 10 millions d'euros. Ouais. Les canalisations, ça coûte tout. Et puis il faut les entretenir. Il faut les entretenir, il faut exploiter. Et on doit en permanence livrer de l'eau propre, potable. Voilà, on va aller voir la partie souterraine. Alors c'est quoi cette partie là? Alors ça, c'est toute la partie technique, la partie de pompage. Alors, là, ça va être la redistribution. Non. Là, c'est le traitement. Tout à l'heure, on était au-dessus. Oui. Donc, vous avez les filtres qui sont dans cette partie-là. Voilà. Ça, c'est une vanne de contrôle? C'est pas une vanne, ça, c'est un trou d'homme. C'est pour aller dessous quand les filtres sont... Quand le réservoir est vidé, pour pouvoir accéder, pour nettoyer les filtres. Voilà. Et après, dessous, ici, là, on a 4 mètres d'épaisseur d'eau propre. Après, ça part à la distribution. D'accord. Ça part là-bas, tout ça. Et ici, ça... Voilà. Alors là, on a deux locales un peu techniques.
Oui, Un qui sert pour le traitement des déchets finalement? tout à fait. C'est ce que les charbons actifs Ok. enlèvent. Enfin, en partie, quoi. Parce que quand on renvoie l'eau à l'envers, Ouais. hein, dans le sens. Donc ça, cette eau, on la passe ici. Et ensuite, ça va rejoindre une station d'épuration. Une station d'épuration traditionnelle. Ok. Voilà. Et à côté, on a le La local chloration, où il y a le dosage de chlore qui nous est imposé Oui, pour la potabilité de l'eau. très bien. Finalement, sur un champ captant comme celui-ci, comment on s'adapte au réchauffement climatique? Alors, nous, ça ne nous pose pas trop de problèmes, le réchauffement climatique ici. Hein. Oui. Parce On a une grande sécheresse quand même cette voilà, année. une grande sécheresse, mais on a une capacité, ce qu'on appelle d'exor, et l'autorisation de traiter, de pomper jusqu'à 80 000 m3 jour. Vous avez la ressource de 80 000 m3 jour. Voilà, on a la ressource. Donc, et vous utilisez? On utilise à peu près, enfin, l'usine est faite pour 20 000 m3 jour. Ah oui. Donc, si vous voulez... Entre 20 000 et 80 000, il y a de la marge. Il y a de la marge, quoi. Hein. Voilà, Donc, du coup, pas concerné. Pas concerné. Du coup, l'eau qu'on consomme aujourd'hui, il y a des gens qui utilisent encore des bouteilles d'eau, des bouteilles en plastique, c'est pas là. C'est pas bien parce que vous avez toujours des microparticules de plastique. Il y a une étude qui a été faite par le WWF, je crois que c'est Nouvelle-Zélande ou l'Australie, là, qui est prouvée, où on a 5 grammes de plastique par semaine quand on boit de l'eau, qui est ingéré par l'organisme. C'est la valeur de votre carte bancaire. C'est ça. Pesez la carte bancaire, vous allez voir, elle fait 5 grammes. Ça fait 250 grammes par an à peu près. Hein. C'est ça, c'est énorme. C'est énorme. Alors que l'eau captée ici, vous la mettez en bouteille vert. En carafe. En carafe, donc il n'y a pas de problème. Bon, voilà. hein. Bien. Merci Monsieur Martinet pour tous ces éclairages. Au revoir. Là, il y a de la gestion de l'eau là. Voilà le spécialiste de la gestion de l'eau. Louis, bonjour. Bonjour. Vous gérez l'eau sur votre jardin, ça va? Oui. Ouais, bien. Ouais. Donc est-ce que les aménagements, je vois ça, c'est quand même atypique, un espèce de sauna, jacuzzi. Qu'est-ce que vous avez fait là? Expliquez-moi. Alors ça, c'est un bassin qui a plusieurs fonctions. En fait, l'idée de ce bassin, c'est récupérer les eaux de pluie donc du toit. Du toit. Quand il pleut, les eaux de pluie se jettent dans le bassin via la chenot ici. Et le trop-plein du bassin, parce qu'évidemment, si on laissait le bassin comme ça, vu les volumes qui tombent, ça déborderait. Ce trop-plein ici va alimenter une mare qui se trouve à une centaine de mètres. Et vous venez prendre de l'eau pour arroser ici? Oui, le jardin mandala, en fait, quand j'ai besoin, je trempe l'arrosoir et puis j'arrose avec. Qu'est-ce qu'on a encore comme autre méthode pour économiser l'eau? Il y en a plein. Ça passe beaucoup déjà par les méthodes de culture. Donc moi je suis maraîcher là, depuis 2 ans. Je pratique ce qu'on appelle le maraîchage sur sol vivant. Enfin, l'idée de base, c'est de prendre la nature pour modèle. C'est-à-dire que quand vous allez dans une forêt, les sols ne sont jamais à nu. Les sols sont toujours couverts, il y a toujours une couche d'humus comme ça qui provient des arbres, puisque les arbres à l'automne laissent tomber leurs feuilles. Les feuilles créent une couche, une litière qui va être digérée par les micro-organismes, par la macrofaune du sol. Et ça va créer ce qu'on appelle l'humus. On voit un petit peu là, hein. Vous avez mis une sorte de mulch, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est du mulch. Donc c'est de la matière organique, alors ça peut être... C'est un broyat? Là c'est du broyat. Mais ça peut être de la paille, ça peut être du fumier, ça peut être beaucoup de choses. Et ça en fait, ça va nourrir le sol déjà, puisqu'il y a toute une vie du sol qui va se nourrir de ces dépôts-là. Et le maraîchage sur sol vivant, c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'on a un sol qui est vivant à la fois en micro-organismes, à la fois en petits organismes, ça peut être les vers de terre, les colamboles, les acariens, etc. Et en fait, plus c'est vivant, plus finalement on fait des économies d'eau, c'est ça? Alors, il y a 2 choses. Plus c'est vivant, plus on gagne en fertilité. Ouais. Donc on peut se passer d'intrants type engrais chimique comme on utilise dans oui, il n'y a aucun engrais chimique ici. Voilà. Non, moi je suis en bio, donc je n'ai pas le droit. Et puis effectivement, le deuxième avantage, c'est que comme ça paille le sol, ça réduit l'évaporation de l'eau dans le sol, qui quand le mulch est épais, est quasiment nul. Et du coup, toute cette réserve en eau qu'on conserve dans le sol, elle permet de garder un volume. Et du coup, moins d'arrosage. Voilà, du coup, moins d'arrosage. Donc si on écarte, on voit bien que on a un sol qui est vivant là, il y a des vers de terre, il y a des... Voilà, c'est très humide. En fait, le paillage, il sert à la fois de nourriture aux vers de terre et à toutes les petites bestioles qui vivent dans le sol. Et puis en même temps, il
il crée de l'humus, cette couleur noire qu'on voit ici. Donc qui est jolie. Hein. Voilà, c'est de la terre, c'est de la matière organique qui a été digérée par les vers de terre entre autres. Et en fait, un sol qui contient un taux d'humus important, comme ce qu'on peut voir ici, c'est un sol qui retient 10 fois plus d'eau qu'un sol dans lequel le taux de matière organique est faible. D'accord. Je vois qu'il y a quand même un sacré outillage en système d'arrosage, il y a de l'électronique. Oui, c'est de la programmation en fait. D'accord. Donc ça, ici j'ai des programmateurs avec une électroval. Tout est automatisé, tout est automatique. Et en fait, en fonction des légumes qui sont sur les parcelles, sur les jardins, le débit est réglé par rapport aux besoins de chaque culture. On a l'impression que c'est chauffé ici. Oui, alors la température est quand même. Il n'y a pas de chauffage, c'est juste la fonction de la serre. C'est l'effet de serre, oui, tout à fait. L'effet de serre, le bon effet de serre. Le bon effet de serre, oui. Ok. Et qu'est-ce que c'est ça ? C'est des micro-asperceurs. Donc l'idée c'est quoi ? C'est l'été quand il fait chaud dans la serre, c'est de rafraîchir un petit peu l'ambiance de la serre. Une sorte de clim quoi. Oui, c'est ça, ça fait une climatisation. Voilà, mais c'est pas ça qui va arroser, non. L'irrigation alimenter en eau. Voilà. L'irrigation on la voit là. Hein, elle est ici, tu au goutte à goutte. Voilà, et puis ça sert simplement à tempérer, à faire baisser un peu la température. La température dans la serre, l'été. Très bien. Ah ben là voilà, c'est ça la mare ? Ouais, ça c'en est une. Donc en fait, l'idée de cette mare-là, j'ai dû elle est pas encore bien réalisée, mais c'est d'avoir une petite tranchée ici qui arrive et qui viennent se déverser dans la mare. Puis quand elle déborde, elle vient en alimenter une troisième. Okay. Et puis l'idée, c'est d'avoir effectivement ensuite une petite motopompe qui récupère l'eau pour les mettre dans des bassines de ce type-là, dans des cuves, pour l'hiver. D'accord. Toujours dans la même idée. Alors les mares, elles n'ont pas que cette vocation de récupérer l'eau, elles ont aussi vocation à accueillir de la biodiversité. Oui, c'est pour ça qu'après on trouve des grenouilles, des crapauds, des salamandres, etc. Ouais. Donc tout un tas de batraciens qui viennent se reproduire dedans. Et ça joue aussi dans la biodiversité de la serre, de la ferme. Entre les deux mares qui sont en amont, donc là-bas et là-bas, c'est cette troisième-là. Donc on voit ici les petits canaux qui ont été créés. La jonction. La jonction des deux, Ok. C'est dommage qu'elle soit vide, mais... Là, il faut imaginer, il y aura de l'eau. Voilà. Bon, là, par contre, je vais être obligé de mettre une bâche EPDM. Parce que là, on voit la texture du sol en dessous, c'est vraiment... c'est du schiste, enfin bon, Tous ces points d'eau répartis tout autour du jardin, ça contribue finalement là aussi à rajouter de la fraîcheur. Oui. Parce que finalement, on est ceinturé par de l'eau. Oui. C'est un jardin aquatique, bientôt. C'est aussi ça, oui. C'est effectivement que ça joue un rôle de régulateur. Alors l'hiver, il fait moins froid à proximité de la mer, et puis l'été, il fait moins chaud. Ah, c'est super. Bon, belle leçon, merci. À bientôt, Louis. Continuez bien. Merci. Au revoir. On a rendez-vous avec Jean-Louis Michelot, qui est géographe de formation et qui va nous parler des bassins versants. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Alors la question que l'on a aujourd'hui, c'est sur la question de la ressource en eau, le réchauffement climatique, mais d'une manière générale, vous nous avez rendez-vous ici pour qu'on puisse voir un petit peu les différents bassins versants. Et qu'est-ce qu'on peut en dire ? Alors, ce que je trouve intéressant ici, c'est qu'on a une vision d'ensemble du paysage là, du pays viennois, et on est au sud de Vienne ici, et on a différents paysages avec différentes problématiques de l'eau. On est dans le bassin versant du Rhône, d'accord, mais on est dans des sous-bassins versants. D'ailleurs, on voit en face un petit ravin boisé, c'est le cœur d'un petit bassin versant d'un ruisseau. Et on peut imaginer qu'autour, l'eau qui s'écoule va tomber dans ce ruisseau qui ensuite va rejoindre le Rhône. Donc voilà, et là, ici, dans ce paysage qui est très vallonné, on a tout un tas de petits bassins versants. Mais de façon plus générale, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a 3 grandes unités. On est dans une région qui est vraiment coupée en deux par le Rhône. Et donc, en termes de ressources en eau, vraiment l'axe majeur, fondamental, c'est le Rhône. C'est le Rhône, le fleuve le plus puissant de France, celui où il y a le plus de Mais les petits cours d'eau alimentent le Rhône. C'est des affluents directs qui se jettent. Après, quand on parle d'eau, ce qui est fondamental, c'est qu'il y a l'eau superficielle, les ruisseaux, les fleuves, et l'eau souterraine. Ça, c'est absolument fondamental pour la ressource. Quand on est sur la rive droite, c'est le massif du Pilat,
c'est un massif globalement granitique, il y a peu d'eau souterraine, il y a peu de grandes nappes phréatiques, c'est plutôt des petites ressources, des sources. Et là, l'eau, elle est précieuse parce que c'est des infiltrations dans les fissures du granit, etc. Et on a donc des petites ressources d'eau souterraine. Près du Rhône, on a les alluvions qui ont été déposées par le fleuve, des graviers. Et là, on a ce qu'on appelle la nappe alluviale qui peut être pompée dans des captages d'eau potable. Ce qu'on a vu au champ captant. Exactement, mais c'est ça. Et sur la rive gauche sur laquelle on est, on a des secteurs un peu particuliers comme ici qui sont en fait plus ou moins liés au Pilat, mais on a aussi des grandes plaines qui vont vers Beaurepaire, etc. Où là on a des dépôts de gravier qui ont été déposés par les glaciers au moment où ils ont fondu. Et dans ces immenses plaines de gravier, là on a aussi des grandes nappes phréatiques qui sont alimentées, par exemple pour alimenter Vienne en eau potable. Alors par rapport à cette ressource-là, qu'est-ce qui nous attend pour la suite? Je pense que beaucoup de gens ont un peu intuitivement l'impression, de l'eau il y en a quoi. Oui. Et à Ternay, dans le captage, il y a de l'eau. Mais n'empêche que le débit du Rhône change beaucoup. Cette année, il y a eu pratiquement l'étiage, c'est-à-dire le débit faible, le plus fort depuis 100 ans. C'est quelque chose de considérable, hein. C'est-à-dire qu'en juillet, en période de sécheresse, il y aurait dû avoir 1000 m3 par seconde, c'est-à-dire 1 million de mètres cubes, de litres d'eau par seconde à Vienne, et il y en a eu la moitié, 500 m3. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que normalement en juillet, le Rhône est alimenté par la fonte de la neige, mais il n'y avait pas de neige, voilà. Et ensuite, il y a la glace qui font les glaciers, mais les glaciers donnent beaucoup, mais ils donnent de moins en moins. Après, sur les côtés, sur les nappes phréatiques dont je parlais, dans ces immenses stocks de gravier, la situation elle est un peu la même. C'est des grands stocks, il y a de l'eau, n'empêche que la tendance elle est à la baisse. Et cet été, les nappes dont je parle, elles avaient des niveaux qui étaient bas. Ensuite, les petits ruisseaux qu'on voit ici, dans ces systèmes-là, l'eau elle est très précieuse. C'est-à-dire que c'est des ruisseaux, je pense que naturellement, dans certains cas, ils pouvaient peut-être s'assécher, et maintenant, ils peuvent s'assécher. Et on connaît des rivières plus importantes, la Drôme, cette année, qui ne rejoignaient pas le Rhône. Donc dans ces endroits-là, la sécheresse, elle est vraiment criante. Alors dans ce genre de système, comme sur le Pilat, ou juste le paysage qui est là, si les agriculteurs ont besoin d'eau, s'ils ne sont pas reconnectés à des gros réseaux d'irrigation qui par exemple peuvent venir du Rhône, à ce moment-là, ils vont faire des petites retenues, ce qu'on appelle ici des retenues collinaires. Il y en a une juste derrière là. Il y en a une pas bien loin, oui, qui vont servir à irriguer les champs ou à abreuver le bétail. Est-ce que c'est pas etc. quelque part un peu une privatisation de l'eau? Ça va dépendre de la taille de la retenue, et ça va dépendre de l'endroit où ça se pose. Donc il ne faut pas que ce soit connecté au réseau. Il ne faut pas que ce soit connecté au réseau, et puis ça dépend du nombre et de la taille des retenues. Si ça reste raisonnable, mais l'impact est faible, quoi. Non, moi je dirais, si on devait avoir une note un peu d'espoir, c'est quand même de se souvenir qu'on est dans un territoire qui est remarquable sur le plan de l'eau, par sa diversité. C'est-à-dire qu'on a des petits ruisseaux où il y a des truites et des écrevisses, on a un fleuve très important, on a cette rive gauche avec cette nappe qui alimente des petits ruisseaux qui peuvent être très très clairs, avec certaines libellules, certaines plantes, etc. Et on a un patrimoine qui est quand même remarquable. Donc même si tout ça est fragilisé par le changement climatique et la surexploitation, malgré tout, on a une richesse remarquable qu'on peut garder. L'objectif, c'est de conserver cette richesse. On ne va pas la perdre si on se débrouille bien. Donc résumons, sobriété. Je pense que si on devait résumer, c'est sobriété. Voilà, sobriété au maximum. Bien. Merci Jean-Louis. Merci. À bientôt. À bientôt. La ressource en eau potable n'est pas inépuisable. Pour autant, le champ captant nous offre de belles possibilités pour l'avenir. Les maraîchers ont trouvé des alternatives et la gestion de l'eau va plutôt se poser maintenant sur les territoires en termes de bassins versants. N'oublions pas que l'eau appartient à tous et qu'il appartient à tous de la préserver. À bientôt.